je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Dans le podcast précédent, je vous ai présenté une plante adaptogène et aujourd'hui, nous allons explorer quelques-unes en plus, les championnes, les préférées adaptogènes. Et comme d'habitude, nous verrons les propriétés médicinales, les indications, les contre-indications et la façon de l'utiliser, les modes d'utilisation, les solvants et les dosages. La première plante que je vais vous présenter est un des ginseng à la suite des ginseng que je vous avais déjà présenté, et c'est un panax aussi. N'oubliez pas que les panax sont les vrais ginseng, même si vous entendez ginseng indien, ginseng sibérien, ginseng ceci, cela. Les noms scientifiques des vrais ginseng commencent par panax. Donc il y a le panax ginseng et aujourd'hui nous allons faire le panax quinquefolus qui est le ginseng américain. Et maintenant nous allons voir ensemble les indications. Alors le ginseng américain, c'est un grand harmonisateur et il va travailler en profondeur et en harmonie le système endocrinien en favorisant l'équilibre de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vous ai parlé de ça dans le premier podcast. HHS. On va parler comme ça. Hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'un des systèmes centraux de régulation hormonale du corps. Il faut voir en haut, au milieu, en bas, sur votre corps, en schéma. C'est ça. Hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et ces systèmes-là, centraux de régulation hormonale du corps, sont indispensables à son homéostasie. Donc, le ginseng va exceller dans des conditions de déficience, de déséquilibre et de sécheresse. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le ginseng américain est le plus équilibré des panax parce qu'il nourrit le yin autant que le yang. Donc il est adapté à un large éventail de gens et de conditions, contrairement aux panax ginseng qui peuvent eux être trop yang dans certains cas. Ça va être trop chaud par exemple. Je vous ai parlé du ginseng rouge. On n'utilise pas quand on n'a pas 40 ans. On utilise vraiment, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous savez déjà si vous avez écouté le premier. Du coup, le ginseng américain, c'est une plante puissante et qui a une croissance lente. Donc, même si cette plante-là est un précieux trésor, il est important de mettre en perspective l'énergie nécessaire pour qu'une racine de ginseng arrive à maturité versus une fleur de calendule par exemple ou une racine de pissenlit. Donc on récolte habituellement une racine de ginseng cultivée après un minimum de 4 ans et le ginseng sauvage après un minimum de 7 ans. À titre indicatif, je vous dis ça juste à titre indicatif, le ginseng sauvage ne doit pas être récolté. Je l'ai déjà dit dans les podcasts précédents. Comme il est en voie de disparition, parce qu'il y a eu une grosse consommation à un moment par les Asiatiques pour son côté rafraîchissant, il est interdit d'en cultiver, d'en récolter à la sauvage. Il faut récolter seulement ceux qui sont cultivés dans des érablières et bio. Et le volume de cette racine-là est relativement petit, comme les autres ginseng d'ailleurs. J'ai vu le ginseng, j'en ai, du panax ginseng, le blanc, c'est vraiment minuscule quoi. Et vous devez attendre
5-6 ans, 7 ans pour l'avoir. Alors, toutes ces comparaisons-là, pour en arriver au point que je vais vous citer maintenant, le ginseng devrait être réservé pour ce qu'il fait de mieux. Vous n'allez pas l'utiliser pour autre chose que ce pourquoi il est destiné. Ok ? C'est pour ce qu'il est le seul à faire en fait. C'est comme un amoureux. Il n'y a que cet amour. C'est une analogie particulière, mais dans un autre monde, imaginons que ce soit votre âme sœur et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra vous faire grandir autrement que cette personne-là. C'est la même chose pour le ginseng. On ne va pas le prendre juste pour une amourette de 2 mois et puis après, voilà. Donc, en plus de ses propriétés, en plus des propriétés et de l'énergétique d'une plante, la rareté de la plante, la partie utilisée et le temps nécessaire à sa maturation sont des facteurs à prendre en compte lorsqu'on choisit une plante et la manière de travailler avec elle. Je n'aime pas utiliser le verbe utiliser parce qu'on n'utilise pas ses amis. Donc même si vous m'entendez le dire, c'est ma langue qui a fourché. Mais on dit travailler avec la plante, on ne dit pas utiliser la plante. Donc il existe une multitude de recherches sur les Panax, mais plusieurs ne différencient pas ces études-là entre les Panax ginseng et les Panax quinquefolius. Et il est vrai que plusieurs de leurs propriétés et actions vont dans la même direction, mais leur énergétique et la proportion de leur constitution varient beaucoup, ce qui fait qu'ils devraient être utilisés dans différents contextes. Nous allons maintenant explorer ces actions systémiques. Alors, la première action, bien sûr, c'est qu'elle est adaptogène. Donc, le ginseng américain aide l'organisme à s'adapter au bruit, au changement d'altitude, au décalage horaire, au changement d'heure. Il augmente la capacité de concentration, la mémoire, l'endurance physique. Il va accroître aussi la résistance aux divers stress et à la fatigue, en plus de renforcer le terrain et les systèmes de défense. Donc il prévient les maladies et ralentit le vieillissement. Donc c'est un adaptogène qui est aussi intéressant pour briser les cycles d'épuisement, par exemple. Pris le matin, il redonne l'énergie nécessaire pour briser le cycle de l'insomnie. Donc il va être votre ami en cas d'asthénie, d'épuisement physique et intellectuel, de surmenage, de fatigue chronique, en cas de convalescence suite à des opérations, des insomnies reliées au vide, donc la périménopause, le surmenage, etc. L'amaigrissement, la maigreur, la perte de mémoire, l'anxiété, l'insomnie et les maladies dégénératives. Ensuite, elle a une action sur l'inflammation systémique. Donc, en tant qu'adaptogène, le ginseng américain va contribuer à diminuer l'inflammation systémique en modulant les hormones surrénaliennes et en favorisant l'adaptation. Mais au-delà de ça, les ginsénocides qu'il contient ont été beaucoup étudiés en lien avec leur capacité à diminuer directement la réponse inflammatoire. Et bien que d'autres plantes beaucoup plus communes devraient être utilisées en priorité à cet effet, le ginseng est traditionnellement utilisé pour faire baisser la fièvre. Et cette information-là est particulièrement intéressante dans l'optique où, contrairement aux autres ginseng, qui sont beaucoup plus trop yang et risqueraient d'augmenter la fièvre, voire même l'infection, le ginseng américain, lui, pourrait être utilisé dans une condition chronique avec présence d'une fièvre de faible intensité. Concernant la glycémie et le diabète, le ginseng américain est utilisé traditionnellement pour rééquilibrer les hormones impliquées dans la gestion du glucose et plusieurs recherches
ont donc été menées pour explorer ses impacts sur la glycémie. Bien que la plupart des recherches passées en revue précisent que plus d'essais cliniques comparatifs et randomisés sont nécessaires pour conclure sur l'efficacité du ginseng, la plupart des recherches et des méta-analyses s'entendent sur le fait que le ginseng a un impact non négligeable sur la résistance à l'insuline et la gestion du glucose, tant chez les personnes diabétiques de type 2 que sur les personnes non diabétiques. Et il y a un fait intéressant, de plus en plus de recherches sont effectuées de manière concluante sur des combinaisons de plantes ou de substances, par exemple des fibres, et non plus seulement sur des constituants isolés ou sur le ginseng seul, ce qui ressemble beaucoup plus à l'approche utilisée en herboristerie clinique. Elle a une action aussi sur, je dis elle, mais je parle de la plante, la racine. Sur le système respiratoire, le ginseng a une affinité particulière avec les poumons. Et il est indiqué lorsque les poumons sont trop affaiblis après une infection pulmonaire de longue durée ou une infection chronique ayant laissé le poumon faible et irrité. Donc il est aussi intéressant pour l'asthme ou une toux irritante chronique, mais sans infection. Donc il aide à diminuer l'inflammation et la sécheresse dans les poumons. Et en médecine traditionnelle chinoise, dit que le ginseng américain tonifie le qi et nourrit le yin, et qu'il est indiqué pour des déficiences du yin du poumon et touche donc l'organe directement, mais sa fonction ainsi que le système associé à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour résumer, dans le cas des problèmes respiratoires, on va l'utiliser pour les toux irritantes, les toux chroniques, des suites d'une pneumonie, de bronchite, pour le souffle court, des difficultés respiratoires, des sifflements, sensations de sécheresse pulmonaire, des soifs extrêmes, de l'asthme, la perte de voix, surtout reliée à un épuisement, des conditions auto-immunes reliées aux poumons ou le déficit du yin du poumon. Concernant le système sexuel et reproducteur, le ginseng américain est réputé comme étant aphrodisiaque et il est utilisé traditionnellement pour augmenter la libido, la fertilité et la puissance sexuelle. Effectivement, en tant qu'harmonisateur endocrinien, il a une influence sur toutes les hormones sexuelles ainsi que sur le niveau d'énergie d'une personne, deux facteurs ayant un impact marqué sur le désir et les capacités sexuelles et reproductrices. Encore pour son côté adaptogène et harmonisateur endocrinien, il va être approprié pour soutenir les personnes en périménopause. Il va renflouer les réserves d'énergie. Il va aider à s'adapter au changement. Il va favoriser la régulation du système nerveux par rapport au stress. Il va combattre l'insomnie et aide à se sentir généralement plus solide. Donc, on va l'utiliser en cas de troubles érectiles ou en cas d'infertilité. Sur le système cardiovasculaire, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire, ce qui va le rendre intéressant pour plusieurs troubles du système cardiovasculaire. Il a beaucoup été étudié à cet effet et il semble régulariser le rythme cardiaque et la pression sanguine. Donc on l'utilise en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension et d'athérosclérose. En ce qui concerne son action sur les cancers et les chimios et les radiothérapies, il est considéré comme un antimutagène, un antioxydant, un anti-inflammatoire. Encore une fois, son harmonisation endocrinienne est la bienvenue. Son côté adaptogène est bienvenu.
et amphotérique immunitaire, en plus de protéger de l'oxydation, et de la radiation. Donc ces effets en font un allié. Ce sera un allié intéressant dans tous les cas de cancer. Si plusieurs recherches vont en ce sens, plusieurs bémols persistent quand même, entre autres dû au fait que différents extraits de ginseng, selon les méthodes d'extraction, la maturité de la racine et la provenance de la racine, ou selon leur combinaison à d'autres molécules ou substances, vont produire des effets différents, voire contraires. Donc il y a peu de recherches qui existent quant à l'utilisation des extraits traditionnels. Et quand il y a peu de recherches sur l'utilisation traditionnelle et qu'on a constaté ces effets sur le cancer, la chimio et la radio, c'est que ce sont des faits qui ont été observés. En fait, quand on connaît la propriété d'une plante, c'est soit qu'il y a eu une étude dessus, soit on connaît l'un des composants et on sait quel effet ça a. Et dans ce cas-là, les gens n'ont pas forcément cherché les autres effets dessus. Soit c'est que les effets qui ont été observés cliniquement, traditionnellement, à force de travailler avec la... Je me suis reprise toute seule. À force de travailler avec la plante, pendant des siècles, ils ont constaté ces effets-là. Et quand on regarde bien, c'est une parenthèse, plusieurs pays peuvent utiliser la même plante, mais pour différentes raisons. Et c'est là que le champ visuel intervient. Quand on voit au-delà de son nez, du bout de son nez, on commence à avoir les effets on commence à avoir les autres propriétés de la plante. Parfois, on réduit une plante à une seule utilisation alors qu'elle en a pléthore. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir à quoi elle sert dans d'autres pays, quoi. Parce que une plante peut servir à, je sais pas, on peut la considérer comme vulnéraire dans un pays, alors que dans un autre pays, elle sera vulnéraire et aussi, je dis une bêtise, anti-inflammatoire ou antitumorale ou diurétique. Donc il faut rester ouvert. Et parfois, ça c'est un autre débat, il va y avoir un cas ou 4 cas reportés pour une plante alors qu'elle était utilisée d'une certaine façon pendant des siècles et il n'y a eu aucun problème. Mais ces 4 cas-là vont renverser la tendance et l'État va interdire la plante en interne. Je vais vous parler de cette plante-là après. Mais il y a d'autres plantes comme ça, comme il me semble que c'est la reine des prés, dont vient le nom aspirine. Et on va en parler après. Mais en tout cas, c'est grave. C'est très grave. Donc, la qualité énergétique du ginseng, comme américain, je précise, c'est frais. C'est pour ça qu'en médecine traditionnelle chinoise, on dit que c'est la plus équilibrée. Parce qu'elle tonifie le yin et le yang. Et ils l'utilisaient beaucoup pour ça. Il y a une grosse demande. Nous allons maintenant voir les modes d'utilisation, les solvants et les dosages. Donc la racine est utilisée. Le ginseng de culture est commercialisé à partir de
3 ans, alors que le ginseng sauvage est habituellement récolté à partir de 7 ans. Puisque le ginseng est une espèce à statut précaire, donc il est essentiel de n'utiliser que des racines provenant de cultures écologiques en sous-bois. La décoction de la racine est à raison de 2 à 4 grammes par jour. Si vous la prenez en teinture, ce sera 0,5 à 1 millilitre, 1 à 3 fois par jour. Et c'est une utilisation sur le long terme. Tout ce qui est tonique, c'est sur le long terme. Tout ce qui est stimulant, c'est à court terme. Les toniques vont renflouer tout ce qui est vide. Ils vont... Imaginez que vous êtes un militaire, que vous avez une caserne avec des soldats qui sont là pour défendre des virus qui vont arriver, etc. Donc, s'il n'y a pas de soldats, vous n'allez pas les stimuler. Vous n'allez pas leur dire, allez les gars, on y va, action. Non, il faut d'abord rajouter des soldats. Il faut les muscler, les soldats. Il faut les nourrir, il faut leur donner à manger, etc. pour qu'ils soient en forme lorsqu'il y a une attaque. C'est à ça que ça sert. Et ensuite, on stimule à court terme. On les mobilise pour qu'ils se battent. Et voilà, on va en perdre quelques-uns. Mais au moins, ils sont assez nombreux et assez en forme pour attaquer, pour vous défendre. C'est ça la différence. Donc, il y a la racine. Si vous faites vous-même, tant mieux. Mais sachez qu'on ne trouve pas ça en France. Il faut commander aux États-Unis. Donc, c'est pas facile à trouver. À moins qu'il y ait un Français qui ait décidé de le cultiver ici, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. Parce que moi, j'utilise les ginseng asiatiques. Mais il faut savoir que ce ginseng-là existe. Donc, si vous êtes aux États-Unis, tant mieux. Si vous avez la racine cultivée en sous-bois bio, tant mieux. Et du coup, ce sera 1 part de racine pour 4 parts d'alcool à 40%. Ça, c'est la racine sèche. Si vous la prenez fraîche, ce sera aussi de l'alcool à 40% ou en double macération. Vous pouvez faire aussi le glycéré de la racine. Ce sera 3 à 7 gouttes, 1 à 3 fois par jour. La racine sèche, ce sera 1 part de racine pour 5 parts de 60% de glycérine. Et en capsule, c'est 1 à 6 grammes par jour. Donc en anglais, on l'appelle American Ginseng, Red Berry ou Aralia cankifolium. Les autochtones l'appellent Garantoken, mais on ne sait pas dans quelle langue. Et en latin, c'est Panax cankifolius, parce qu'il y a 5 feuilles. Les contre-indications, les interactions et la toxicité. Il y a des études humaines qui ont démontré que le ginseng américain peut modifier la régulation du glucose. Faites attention, si vous êtes... voilà, il faut surveiller. Juste ça. Ensuite, l'utilisation inappropriée du ginseng américain peut entraîner des maux de tête, des faiblesses, de l'apathie, une aversion pour le froid, une distension abdominale, des vomissements, un retard des menstruations ou provoquer de l'agitation chez les personnes qui n'en ont pas besoin. Voilà. Donc, ne pas consommer avec du café ou des stimulants. C'est la plupart des ginseng qui ont cette contre-indication. Pas de café, pas de stimulant. Et ne pas utiliser chez les enfants avant la puberté. Pour la grossesse et l'allaitement, il ne faut pas la consommer. C'est tout. On ne consomme pas le ginseng parce que c'est trop fort pour bébé. Voilà. Ensuite, les interactions avec les médicaments.
Elle peut réduire l'efficacité de la... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. La warfarine ou la varfarine. C'est un W. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, si vous prenez ce médicament-là, ça peut réduire l'efficacité. Il y a des études humaines encore qui ont démontré un manque d'interaction entre le ginseng américain et les médicaments indinavir et zidovudine. C'est une étude qui a été faite en 2008. La deuxième adaptogène que nous allons aborder aujourd'hui est le schizandra. Ça s'écrit S-C-H-I-S-A-N-D-R-A. Schizandra chinensis pour le nom scientifique. Et comme toutes les adaptogènes, le schizandra est une plante qui équilibre le système endocrinien et dont les effets se font ressentir dans tous les systèmes du corps. Donc, il est intéressant pour diminuer la fatigue, diminuer l'impact sur le stress, sur le corps et aide à régulariser le système immunitaire. Plus particulièrement, il aide à calmer le cœur lorsqu'il y a de l'anxiété. Il diminue les palpitations et augmente l'apport de sang vers celui-ci. Ce qui est en cas d'ischémie myocardique, c'est un déséquilibre entre les besoins du cœur en oxygène et l'apport issu de la circulation sanguine coronarienne. En médecine chinoise, on dit qu'il calme le Chen. On a parlé du Chen, l'esprit qui réside dans le cœur. Alors, ces actions sur le système immunitaire et sur le foie aident à diminuer les allergies respiratoires et il est particulièrement intéressant lorsqu'il y a de la toux chronique, comme dans le cas d'asthme, et lorsqu'il y a une respiration sifflante. Et il augmente la production de glycogène, de protéines et de glutathion au niveau du foie et prévient la peroxydation des lipides. J'utilise ces mots-là. Il y a ceux qui savent, mais ceux qui ne savent pas, je fais exprès de ne pas donner toutes les définitions pour que vous alliez chercher l'information. Parce que vous n'êtes pas des oiseaux qui viennent de sortir de leur coquille, où la maman doit tout mettre dans le bec jusqu'à ce qu'ils puissent voler et aller chercher tout seul. On va reprendre une autre analogie. Je préfère vous apprendre à aller chercher l'échelle, la poser contre l'arbre, monter l'échelle en sécurité et récolter les fruits qui sont dans l'arbre pour vous nourrir, plutôt que d'aller chercher les fruits et de les mettre dans un panier et de les livrer devant votre porte. Est-ce que c'est compris? Voilà. Je parle de la génération McDo. Même si vous n'êtes pas concerné, ne le prenez pas personnellement. Mais la génération McDo, que j'appelle McDo, c'est la génération des personnes qui veulent tout de suite, rapidement, sans faire aucun effort. Voilà. Lorsque vous voyez quelqu'un qui poste une vidéo et que vous dites « mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on trouve ça? Qu'est-ce que c'est? Blablabla, blablabla. » Avant de poser cette question-là, écoutez attentivement ce que la personne vous dit. Lisez ce qu'il y a en description. Si vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, demandez à Quant ou Google ou Wikipédia ou dans un livre autour de vous. Et lorsque personne ne vous dit de quoi il s'agit, là, vous pouvez aller poser la question. Donc, les lignanes contenues dans les graines protègent le foie contre les toxines chimiques et il va stimuler la régénération des cellules hépatiques. Il va diminuer le risque de cancer hépatique et il va aider dans le traitement des hépatites. Donc, ces actions sur le foie et sur le système endocrinien en font une belle plante pour la ménopause aussi.
Et il va aider à assurer une transition plus douce. Et il va aider au niveau de la sécheresse vaginale et à diminuer les sueurs nocturnes. Et petit bonus, il augmente aussi la libido et la fertilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là qu'il va augmenter la libido féminine, il va lubrifier la vulve, il va augmenter les orgasmes, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas d'orgasme, donc ça va favoriser ou augmenter votre orgasme. S'il y a des orgasmes qui sont faibles ou voilà, mais ce n'est pas forcément à cause de votre partenaire, ou c'est pas forcément psychologique aussi, ou alors voilà. Et ça va augmenter aussi l'excitation. C'est très aphrodisiaque. Donc c'est votre ami. C'est une plante pour l'esprit en fait. Ça rend l'esprit vif et puis ça apaise le cœur. Et c'est pour les gens qui ont des rêves bizarres, des sueurs pendant la nuit. Ça va vraiment tonifier le chêne. Et ça va être votre ami aussi si vous avez l'esprit agité, ou si vous avez du mal à vous endormir. Ça va clarifier vos pensées et apaiser votre esprit. Est-ce que je l'ai goûté pour vous confirmer? Non, j'ai goûté que le rhodiola, mais en fait, j'ai pas besoin. Je crois que j'ai peur de la goûter parce que j'ai pas besoin d'avoir plus de libido là. Je suis déjà bien. J'ai pas forcément envie de ça, quoi. Ma vulve est lubrifiée aussi. Cela ne nous regarde pas. Bon. On l'utilise en cosmétique. Ah bah tiens, en interne, c'est même pas en externe. Ça vous donne une peau de jade. Donc, il me semble que les Asiatiques l'utilisent pour ça aussi. Ils l'utilisent pour d'autres choses, mais ils l'utilisent pour ça parce que c'est quand même une plante astringente. Donc, ça ressemble beaucoup au chardon-marie. Donc, ça régénère et ça protège le froid. Et en Chine, ils l'utilisent pareil, comme pour la peau de jade, mais contre l'hépatite. Donc, c'est bon pour les poumons, asthme, mucus, les gens qui respirent mal, qui ont une inspiration avec râle, quoi. Et ça va aider vos reins à bien soutenir votre respiration. Et ça donne pas de bouffée de chaleur. C'est ce qui est bien pour les femmes qui sont ménopausées. Donc voilà, ça garde vos liquides à l'intérieur. Ça vous empêche de perdre de l'énergie. Donc pour récapituler les propriétés médicinales du schizandra: adaptogène, antioxydant, anti-inflammatoire, tonique immunitaire, astringent, hépatoprotecteur, tropho-restaurateur hépatique, expectorant, aphrodisiaque. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, tropho-restaurateur, T-R-O-P-H-O, restaurateur. Vous connaissez comment ça s'écrit, restaurateur. Donc, la qualité énergétique du schizandra, c'est tiède et sec. Et en énergétique chinoise, on l'appelle le fruit aux 5 saveurs parce quand on le met dans la bouche, on utilise les baies au fait, les baies du schizandra. Il a un goût sûr, après sucré, après salé, après c'est amer et puis après c'est acre. Et ils disent qu'il soutient, fruit aux 5 saveurs qui soutient les 5 organes: le foie, les reins, le cœur, les poumons et la rate. Donc il est utilisé comme astringent pour le tsing, la diarrhée, les mictions fréquentes, les pertes vaginales excessives et les éjaculations précoces. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Nous, on l'utilise pour certaines choses et d'autres pays vont les utiliser pour d'autres choses. Et eux, les Chinois, ils l'appellent,
Wezi. Ça s'écrit W-U, plus loin, W-E-I-Z-I. C'est une baie chinoise. Donc, les modes d'utilisation. En infusion, on va écraser les baies juste avant de verser de l'eau bouillante et laisser infuser au minimum 30 minutes. Il faut couvrir pour garder les huiles essentielles. À raison de 2 à 10 grammes par jour. En décoction, vous pouvez faire mijoter les baies 10 minutes, puis laisser infuser au moins 30 minutes. Pareil, 2 à 10 grammes par jour. En teinture, on va utiliser les baies sèches à raison de 1 part pour 3 parts d'alcool à 40%. Et ce sera 1 à 3 ml 3 fois par jour. En capsule, c'est 500 à 1500 mg 1 à 2 fois par jour. Alors, il n'y a pas de contre-indication ni de précaution à prendre. Par contre, il y a des interactions avec les médicaments. Il y a des études humaines, je précise, pas sur les animaux, qui ont démontré que le schizandra augmente les taux sanguins de tacrolimus et de talinonol, ainsi que les taux des médicaments métabolisés par l'isoenzyme. L'isoenzyme CYP3A. C'est pour ceux, je dis ça pour ceux qui en prennent en fait. Si vous n'êtes pas concerné. Et alors, il y a par ça et par la pompe à efflux P-glycoprotéines. Alors, chez les rats, de larges doses de schizandra, c'est-à-dire 500 mg par kilo, augmentent le taux du métabolisme de la warfarine administrée par voie intraveineuse. Il y a des études animales qui ont démontré que les baies de schizandra induisent ou provoquent l'isoenzyme CYP1A2 et inhibent le CYP3A4. Pour ceux qui comprennent, tant mieux. On va passer à la plante suivante. Et maintenant, nous allons aborder la ashwagandha, qui est une plante indienne. On utilise la racine de l'ashwagandha et son nom scientifique, son nom latin, c'est Witania somnifera. Tout est dans le nom, tout est là. Donc, c'est une adaptogène calmante qui va régulariser tout le système endocrinien, mais particulièrement la thyroïde, les surrénales et les testicules. Alors, il y a peu d'herbes qui ont un effet direct sur la thyroïde et plusieurs études ont démontré son effet stimulant sur la glande lorsqu'il y a une hypothyroïdie. Donc, concernant le système reproducteur, elle est utilisée dans les formules ayurvédiques pour augmenter le nombre de spermatozoïdes. Alors, il me semble qu'on utilise comme tonique des ovaires aussi pour augmenter la fertilité, mais on a observé qu'il y a plus de sperme et qu'il est de meilleure qualité. Concernant le système nerveux, elle calme l'anxiété, l'insomnie et elle est aidante lorsqu'il y a de la fatigue, de la brume mentale ou un épuisement nerveux. Moi, je l'utilise pour ça, mais aussi pour mon fils qui a un TDAH. Il est anxieux, il est stressé, il est insomniaque et ça lui va très bien. Il a un TDAH et il a un spectre de l'autisme.
Donc c'est double dose d'anxiété pour lui. Il se pose énormément de questions. Qu'est-ce que je vais manger demain surtout? Mais du coup, ça le rend moins anxieux et c'est à prendre sur le long terme. En Inde, les Indiens l'utilisent pour la malnutrition des enfants. Parce que c'est riche en fer et ça peut aider à contrer l'anémie. Mais c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça qu'ils l'utilisent pour la malnutrition. Il y a d'autres plantes qu'ils prennent, mais l'ashwagandha en fait partie. Concernant le système immunitaire, l'ashwagandha est particulièrement intéressante lorsqu'il y a de l'inflammation combinée à un dérèglement du système immunitaire, comme dans le cas de fatigue chronique, d'arthrite rhumatoïde, de polymyosite, c'est une inflammation auto-immune des muscles volontaires. Il y a d'autres champs d'action, mais les lactones stéroïdiennes qu'elle contient, ça inhibe la synthèse de l'alpha-2 macroglobuline. Donc, c'est une protéine qui stimule la cascade inflammatoire. Et elle est utilisée pour son action antitumorale et pour prévenir l'immunosuppression lors de traitements pharmacologiques contre le cancer. Il y a beaucoup de... C'est vrai qu'on ne le fait pas en France ou en Occident, mais il y a beaucoup de plantes qui sont données aux patients en soutien, en plus des médicaments, parce qu'en fait, les médicaments qu'on vous donne vous rendent malade, en plus de traiter ce pourquoi on vous donne le médicament. Donc, ça va agir sur un aspect qu'on veut traiter, mais ça va aussi détruire autour. C'est comme pour le traitement des cancers qui abîme votre foie. Et on ne vous donne pas de plantes pour soutenir votre foie, pour le réparer, pour le rendre tonique, pour éliminer les toxines qu'il y a dedans, les métaux lourds, etc. On ne vous donne pas ça. Et vous terminez avec les yeux jaunes, et puis il lâche, le foie lâche. Voilà. Donc il y a moyen de pallier à ça. Et les autres ont compris, mais nous, on n'a toujours pas compris. Donc pour résumer, c'est une adaptogène, c'est un nervin, anti-inflammatoire, antioxydant, modulateur immunitaire, antitumoral, diurétique, mais pas trop. C'est un léger astringent et un antispasmodique. On l'utilise aussi dans les cas de fibromyalgie. Parce que c'est un tonique des surrénales et du système nerveux. Il y a plus fort, mais celui-là, il est pas mal. On peut l'utiliser sur les enfants. Donc, vous allez retrouver, si vous êtes un adulte, un homme, vous allez retrouver votre vigueur physique et sexuelle. Votre force et votre vitalité sexuelle. Traditionnellement, les Indiens vont l'utiliser pour les ulcères, l'asthme, les toux, je crois aussi les paralysies, je ne sais pas lesquelles. Et on l'utilise comme une plante pour soutenir le vieillissement. L'Alzheimer, les inflammations, l'insomnie. Eux aussi l'utilisent pour ça. Cette plante-là, on va la récolter après la première gelée. Et c'est la seule adaptogène qu'on récolte à la fin de l'été parce que c'est une plante annuelle, c'est pas une vivace. Sa qualité énergétique est chaude et on utilise la décoction de la racine, 2 à 10 grammes par jour. Et la décoction peut être faite dans du lait ou du lait de coco. Je déconseille le lait de vache, je suis contre. Et en plus ce sera contre-productif. Du lait de coco ou avec de la vanille ou du miel, pourquoi pas, en sachant que le miel à plus de 30 degrés ne fait plus son travail. Vous pouvez prendre la teinture de la racine, 1 à 5 ml 3 fois par jour.
et c'est la racine sèche qu'on met dans de l'alcool. 1 part pour 5 parts d'alcool à 70%. On peut aussi la prendre en capsule, la poudre de la racine. J'en ai en poudre, moi. Je n'aime pas le goût. Donc je me mets dans des milkshakes, dans du lait d'amande avec une banane et c'est très bien aussi. Donc la capsule, c'est 1000 à 3000 mg par jour, 3 fois par jour. Les contre-indications, alors, il y a des études animales ainsi que chez l'humain qui ont indiqué que l'ashwagandha peut modifier les taux sanguins de glucose. Donc les personnes diabétiques utilisant l'insuline ou des médicaments hypoglycémiques devraient surveiller leur taux de glucose lorsqu'ils utilisent l'ashwagandha. Et c'est une plante de la famille des Solanacées, donc attention aux personnes qui ont une intolérance aux plantes appartenant à cette famille botanique. On ne peut pas l'utiliser pendant la grossesse à cause d'une étude en 1988 et une autre en 2000. En Ayurveda, l'ashwagandha était traditionnellement utilisée pour promouvoir la lactation. Ça, c'est une étude qui l'a démontré en 1990. Il y a une interaction ou pas avec les médicaments, on va le savoir tout de suite. Il y a plusieurs études qui suggèrent que l'ashwagandha peut potentialiser les effets des barbituriques. Ce n'est pas négatif quand on potentialise les effets des barbituriques. C'est à vous de chercher ce que ça veut dire. Alors, la troisième plante, si je ne m'abuse, on a vu ginseng, schizandra, ashwagandha, c'est la quatrième. Donc l'Aralia, Aralia nudicolis ou Aralia racemosa, ce sont deux aralias qui ont des propriétés semblables, tout en ayant chacune leur subtilité. Mais je vais vous les présenter ensemble, parce que les propriétés ou les indications qui sont spécifiques à l'une des deux vont être clairement identifiées comme telles. Je vais vous le dire, je vais vous prévenir. Et du coup, c'est une plante qui est légèrement adaptogène. Donc, elle est plus faible que le ginseng, mais elle peut être récoltée plus rapidement. Et on l'utilise comme tonique quotidien. Parce qu'elle fait partie des araliacées, donc elle donne de l'énergie rapidement. Et c'est bon, on va voir ce qu'elle fait. C'est un grand tonique du chi, du poumon, mais en moins fort. Voilà. Alors, concernant le système tégumentaire, on va l'utiliser en externe. On utilise le rhizome, parfois les baies. Pour l'eczéma, le zona, la varicelle, les fractures, il y a mieux. Les plaies et les infections. Et grâce à ces actions antiprurigineuses et anodines, on peut l'utiliser en compresse pour soulager des affections comme le zona, la varicelle, l'eczéma. Comme tonique à long terme, elle est utilisée contre l'acné ou d'autres affections de la peau. Donc l'Aralia nudicolis, je précise, est utilisée sous forme de compresse ou de cataplasme. On peut l'utiliser pour tirer l'infection des plaies. En interne aussi, contre l'acné, l'eczéma et les psoriasis. Et les Ojibwés en faisaient des cataplasmes pour soigner les fractures. Quant à l'Aralia racemosa, on l'utilisait en cataplasme pour soigner les plaies, les contusions, les enflures et les inflammations. Concernant le système respiratoire, il y a plusieurs nations autochtones d'Amérique du Nord qui l'utilisaient beaucoup
comme plante expectorante et tonique des poumons. Donc, pour les bronchites, les rhumes, les grippes, sous forme de sirop. Et elle est aussi utilisée comme tonique en cas de tuberculose ou de cancer des poumons. L'Aralia racemosa, on utilise les résines. Les résines qui sont dedans, en fait, stimulent les sécrétions de mucus dans la gorge et les bronches par excitation réflexe des glandes qui vont rétablir le taux d'humidité dans le corps. Donc, elle est utilisée comme tonique respiratoire pour l'asthme ou les toux chroniques et en sirop ou en teinture pour récupérer d'une bronchite. On l'utilise également parce qu'elle est utile lors d'emphysème et contre la toux sèche et aiguë. Ça, c'est en sirop. Et c'est l'Aralia racemosa. En homéopathie, on l'utilise contre l'asthme. Parce quand il y a beaucoup de mucus nasal, une respiration bruyante, sifflante au coucher, on l'utilise en homéopathie. Et lorsque les attaques surviennent après de courtes siestes, où la personne doit s'asseoir pour ne pas s'étouffer. Concernant le système digestif, on utilise les deux contre l'indigestion. Et elle est aussi un anti-inflammatoire de l'estomac. Et grâce à ses propriétés antiseptiques, elle est utile pour soigner les gastro-entérites et les ulcères de l'estomac. On peut prendre une décoction de la racine en rince-bouche. Ça va guérir les inflammations de la gencive et ça va aussi prévenir des infections. Alors, l'Aralia nudicolis seulement est utilisée pour le système urinaire contre les maladies des reins, surtout chez les enfants, et en homéopathie contre les cystites. Pour le système reproducteur, on l'utilise en infusion quelques semaines avant l'accouchement pour rendre l'accouchement plus facile. Mais moi, je préfère la feuille de framboisier. On l'utilise aussi contre les dysménorrhées. Elle arrête les saignements trop importants et en décoction, elle arrête carrément les menstruations. Attention. Elle stimule la production de lait en décoction des baies. Le rhizome broyé inséré directement dans le nez arrête les saignements. Et l'Aralia nudicolis seulement est utilisée traditionnellement contre le diabète. Donc sa qualité énergétique, l'Aralia racemosa, c'est tiède. Ensuite, pour le mode d'utilisation, l'Aralia nudicolis, on utilise la décoction du rhizome, 4 à 10 grammes par jour. Toujours l'Aralia nudicolis, on utilise la teinture du rhizome, 1 à 2 ml par jour, comme tonique. 3 à 4 ml par jour, 3 fois par jour, pour les troubles respiratoires. La racine sèche, une part pour 5 parts d'alcool à 40%. Et la racine fraîche, c'est une double macération. Vous utilisez la méthode que vous voulez. Ensuite, l'Aralia nudicolis toujours. On l'utilise en inhibant, en cataplasme, en compresse. Pour l'Aralia racemosa, c'est 4 à 10 grammes par jour. La teinture du rhizome de la racine fraîche, c'est 1 à 2 ml par jour. Et on l'utilise aussi en liniment en cas d'inflammation de la peau, le prurit ou la douleur sur la peau, ou en compresse en cas d'inflammation, pareil, de la peau, prurit ou douleur. Pour les contre-indications, l'Aralia nudicolis, il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'interaction avec les autres médicaments. Par contre, l'Aralia racemosa,
faut prendre des précautions. Il ne faut pas l'utiliser pendant la grossesse. Elle était utilisée par les Iroquois et les Chippewas comme plante abortive. Mais sachez que c'est extrêmement difficile d'interrompre une grossesse avec une plante. Il faut vraiment que ce soit d'énormes dosages et les premiers jours de grossesse. Genre, si vous êtes enceinte d'une semaine, c'est même pas la peine. C'est pas facile. Et c'est très déconseillé. Je vous l'interdis pas, je ne suis personne pour vous l'interdire, mais je vous préviens, c'est très déconseillé d'essayer d'avorter avec des plantes. Et c'est très difficile de le faire. C'est tout. Il n'y a aucune contre-indication pour l'Aralia racemosa avec les autres médicaments. Nous allons parler de la dernière plante, la 5e, et après je vous laisse tranquille pour le moment parce qu'il y en a d'autres, comme le Codonopsis dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qu'on utilise aussi dans le traitement du VIH. Et oui, il y a des champignons comme ça, il y a des plantes comme ça qu'on utilise pour des choses que vous n'imaginez même pas. Même le gingembre, parfois, on l'utilise lorsque des gens sont en sevrage de drogue et d'alcool. Il y a des plantes aussi, des champignons pleins qu'on utilise, plusieurs, dans le cas de sevrage. Et là, je vais vous parler de l'éleutérocoque. J'en avais parlé brièvement dans probablement l'une de mes vidéos qui parlait de fertilité. Attendez, mon fils arrive, je reprends tout de suite. Monsieur veut de la pastèque alors que ce n'est pas du tout la saison. Il ose me demander pourquoi j'en ai pas acheté. Mais attends. L'éleutérocoque. Alors, c'est la plante qui a servi à établir la première description en Russie de l'effet adaptogène. On utilise cette racine-là pour augmenter la résistance et les performances mentales et physiques. Son usage en médecine traditionnelle chinoise, c'est pour renforcer le qi. Il va renflouer les carences en yang de la rate et du rein. Donc, il sert de médecine préventive et de tonique générale. On l'utilise pour les pertes d'appétit, des douleurs des lombaires, les douleurs des reins, aux genoux, pour augmenter la longévité et lorsque le sommeil est perturbé par les rêves. Donc, elle a une action systémique. Elle en a plusieurs, pardon. Donc, comme toutes les autres adaptogènes, l'éleutérocoque va favoriser l'adaptation de l'organisme aux divers stress physiques, psychologiques, intellectuels et énergétiques. Et il va faciliter l'effort physique. Il va augmenter la vitesse de récupération. Elle est très utilisée par les sportifs d'ailleurs. Donc, en agissant sur l'hypophyse, l'éleutérocoque va régulariser tout le système hormonal de l'organisme. On l'étudie principalement pour son effet sur la performance tant mentale que physique. Donc, il augmente l'endurance et la fonction cardiovasculaire et modifie la façon dont le corps utilise le glycogène. Et la racine de l'éleutérocoque aide les muscles à utiliser plus efficacement l'oxygène et l'énergie mise en réserve. Donc, il stimule la synthèse de l'ADN et des enzymes réparatrices cellulaires. C'est probablement ces actions-là qui lui confèrent les propriétés de ralentir le vieillissement. Donc, en gros, stress, fatigue, neurasthénie, névrose, insomnie. Il va normaliser la synthèse des neurotransmetteurs. Diabète, hypoglycémie, infertilité, dysfonction érectile, hypotension, bronchite chronique, prise de poids et de vitalité après une chirurgie. Pour la reprise de poids, excusez-moi.
On va l'utiliser pour reprendre du poids et de la vitalité après une chirurgie. Pour les traumatismes crâniens et cérébraux, pour l'hémiplégie, ça va augmenter la vision, les couleurs, l'acuité visuelle, la vision nocturne. Et ça augmente l'acuité auditive également. Alors, il y a des personnes qui... alors non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais vous pouvez l'utiliser à la place du café. Lorsque vous avez vraiment besoin d'un boost, un petit shot là, avant de partir bosser ou, comme je disais, pour faire du sport, ça ne dure pas longtemps. Du coup, c'est comme si vous preniez du café, mais sans les effets néfastes. Donc, ça donne beaucoup d'énergie sur une durée courte. Voilà. Pour le système immunitaire et les cancers, l'éleutérocoque ça peut aider les personnes qui traversent un cancer. C'est un soutien. Ça va aider à diminuer les effets néfastes de la chimiothérapie sur vos fonctions mentales, sur votre immunité, et ça va aussi contribuer à protéger les cellules qui sont saines. Et sa qualité énergétique est tiède. Donc on la prend en décoction, la racine, 2 à 8 grammes par jour. Et en teinture, c'est 10 gouttes. Ça fait à peu près 5 millilitres. Jusqu'à 3 fois par jour. Les gros dosages sont pris pendant une courte période de temps. Donc, si vous voulez la prendre, je ne conseille pas de toute façon, mais bon, peu importe. Si vous voyez un herboriste ou un phytothérapeute ou naturopathe, normalement, il est censé vous donner des petits dosages parce que ça ne s'utilise pas sur le long terme. Si vous prenez des gros dosages, comme je viens de dire, ce sera à court terme, les gros dosages. Si vous préférez prendre en glycéré, ce sera 5 à 10 millilitres, 2 à 3 fois par jour de la racine sèche. Et en capsule, en poudre, c'est 500 à 1000 mg, 2 à 3 fois par jour. Donc en français, on l'appelle éleutéro, ginseng des pauvres ou ginseng sibérien. En anglais, ils l'appellent Siberian ginseng eleuthero. Et en allemand, c'est... je ne sais pas prononcer. Wunschanzen. W-U-C-H-A-S-E-N-J. Voilà. Les contre-indications. Donc, l'éleutérocoque a parfois été confondu avec Periploca sepium. Cette plante contient des glycosides cardioactifs. Et 2 études russes faites dans les années 60 indiquent que l'éleutérocoque ne devrait pas être administré à des personnes qui ont une haute tension artérielle. Si vous avez écouté ce que j'ai dit précédemment, ça me paraît logique. Concernant les interactions avec les médicaments, il semblerait que l'administration concomitante d'éleutérocoque, c'est-à-dire 40 à 320 mg par kilo par jour, et de barbiturique, augmente l'effet sédatif du barbiturique. Voilà. Donc pour résumer les propriétés médicinales, c'est une adaptogène, un stimulant nerveux, un gonadotrope, ça veut dire que ça agit sur les glandes sexuelles. C'est un hypoglycémiant et un glycémiorégulateur. C'est un immunostimulant, un anti-inflammatoire, un radioprotecteur et un antitumoral. Et les origines, si vous voulez tout savoir, ça vient d'Asie du Nord et de Russie. Donc ça pousse abondamment en Sibérie, en Chine et au Japon. Et l'éleutérocoque peuple les forêts de feuillus et de cèdres. Ça pousse en plaine ou dans les moyennes montagnes. Voilà.
Elle fait partie de la famille des Araliacées. Donc, si vous êtes allergique, attention. Alors, pour ceux qui en ont marre, vous pouvez vous arrêter là. Est-ce que j'ai une autre plante à vous présenter? J'ai dit non. Je ferai un bonus sur le sirop de plantes adaptogènes. Je vais aussi vous parler d'une soupe qui est déjà connue. Donc, ce ne sera pas que pour les abonnés, puisqu'elle est déjà connue. Mais pour l'historique de l'éleutérocoque, c'est pour maintenant. Donc, les membres de la famille des Araliacées sont parmi les plantes les plus anciennes de l'herboristerie écrite. Les écrits sur les plantes datent de 4000 ans. Et les Chinois croient depuis très longtemps que l'utilisation régulière de l'éleutérocoque augmente la longévité, l'appétit et rétablit la mémoire et améliore la santé en général. Pourtant, comme plusieurs autres plantes, son usage n'était connu qu'en Chine. C'est en Russie où on cherchait un substitut du Panax ginseng qui devenait trop onéreux que de nombreuses recherches se sont faites sur les diverses plantes de la famille des Araliacées. Et l'éleutérocoque semblait posséder de grandes vertus médicinales. Donc c'est le docteur Beckmann, sommité de l'éleutérocoque, qui en 1950 a commencé des études sur des substances produisant un état de résistance non spécifique qu'il nomma adaptogène. On a dit que en Occident on appelle ça adaptogène, mais en Asie c'est les toniques supérieurs. Il est estimé que pour l'année 1976, environ 3 millions de Russes consommaient de l'extrait d'éleutérocoque, incluant les cosmonautes russes qui étaient en orbite autour de la Terre. Voilà pour la petite histoire. À bientôt. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message, j'y répondrai toujours.